Très chouette de vous avoir tous ici. On va aujourd'hui se lancer dans un exercice pas simple. On va essayer d'apporter des éléments de réponse à une question que l'on se pose tous. Est-ce qu'on peut envisager la vie sans prospectus? Alors, ce n'est pas une question nouvelle, mais elle est franchement très actuelle. Et je suis assez convaincu que les réponses qu'on va ébaucher aujourd'hui, elles vont être très différentes de celles qu'on aurait pu ébaucher il y a cela même 6 mois, 12 mois. Pourquoi? Parce que la digitalisation des usages sur le prospectus et le catalogue, que ce soit d'ailleurs par les consommateurs ou par les distributeurs, a évolué tellement vite ces derniers mois qu'on est sans doute arrivé à un vrai point d'inflexion, le tipping point, comme diraient les Américains très cool. Tipping point. Ça se calme assez facilement, ils évoluent bien. Voilà, un point d'inflexion très net. Alors, un point d'inflexion chez les consommateurs, pardon, chez les consommateurs, on sait tous que chez les consommateurs, les usages digitaux sont très installés, d'ailleurs auprès de toutes les couches de la population, que ce soit toutes les CSP, toutes les tranches d'âge, toutes les zones d'habitation sont largement concernées. Évidemment, ces usages digitaux ont été largement accélérés par le Covid, c'est vrai dans l'e-commerce, vous le savez tous, plein de gens qui ont découvert le drive, notamment à l'occasion des confinements, mais c'est, j'allais dire, encore plus vrai dans la préparation d'achat en magasin. Et moi, ce chiffre, il nous a beaucoup parlé. Vous le voyez, pour les Français qui prépareront les achats de Noël cette année, donc les achats de jouets de Noël au sein du sacro-saint catalogue papier, eh bien, vous voyez que la majorité, elle n'est déjà plus acquise au catalogue papier. 40% des Français vont préférer le faire sur la version en ligne du catalogue, en croissance de 7% par rapport à l'année dernière. On a posé exactement les mêmes questions. Et puis le catalogue papier est évidemment toujours très présent, mais en léger recul. Voilà. Et je trouve que ça, effectivement, ça symbolise bien ce point d'inflexion très net. Donc ça, c'est en avant-première un des nombreux chiffres que vous découvrirez dans l'étude réalisée par Opinion et Bourgognal sur la manière dont les Français ont préparé les achats de Noël. Donc point d'inflexion très net, vous l'avez vu, chez les consommateurs. Point d'inflexion très net également du point de vue des distributeurs. Les distributeurs qui n'ont évidemment pas attendu ni le projet WePub dont vous avez entendu parler, ni d'ailleurs l'inflation très forte que vous connaissez tous en ce moment sur les prix du papier, les difficultés d'approvisionnement. Voilà, les distributeurs qui, de toute façon, depuis de nombreuses années, étant des commerçants très proches de leurs clients et sur le carrelage tous les jours, avaient bien senti ces usages digitaux monter en flèche et avaient du coup commencé à basculer les investissements depuis en fait le média papier vers le média digital. Ça, c'est les chiffres qui sont proposés par Bump, qui est, je crois, à peu près la seule pige média qui arrive à piger à la fois les investissements médias et les investissements en médias. Et vous voyez, si on compare les 3 premiers trimestres de 2021 versus les 3 premiers trimestres de 2019, donc on efface quasiment totalement l'effet confinement Covid, la tendance elle est assez claire. Les investissements sur la publicité digitale faits par les distributeurs sont en croissance de 26%. Et évidemment, de l'autre côté, les investissements sur Lisa papier sont en décroissance de 19%. Donc, les sources sont en bas, c'est Bump, et la photo, c'est évidemment Olivier. Voilà, alors est-ce que pour autant, on peut prédire, envisager de vivre sans prospectus, de vivre sans prospectus papier? Franchement, moi, je n'ai pas la réponse, mais je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir avec nous deux experts de ces questions. D'abord Olivier Dauvert, qui est, je pense, un des observateurs les plus pertinents sur ces questions, parce qu'il a un poste d'observation privilégié. Il est très souvent sur le terrain, vous le voyez dans tous les coins de France. Et il parle aussi, évidemment, avec tous les dirigeants de la grande distribution. Donc, merci Olivier, de ce que tu pourras partager de ta vision de ces sujets-là. Et puis Frédéric Prélo, le directeur marketing de Carrefour, qui s'est lancé dans une initiative que je trouve chouette, parce que en fait, tout le monde en parle depuis très longtemps, de, effectivement, dans certains magasins, supprimer la distribution papier boîte aux lettres telle qu'on la connaissait jusque-là pour essayer de la compenser par de nombreux autres dispositifs, et Frédéric nous fait l'honneur de partager ces enseignements. Merci beaucoup. Un petit point donc, sur l'agenda, j'ai tenu mes 5 minutes. Olivier va vous partager effectivement
ces perspectives sur ce sujet pas simple. Ça va prendre entre 5 et 7 minutes. Ensuite, on aura Frédéric qui, pendant 20 minutes, va restituer les enseignements de ce test réalisé dans certains magasins. On passera ensuite 30 minutes de table ronde avec des questions d'Olivier. Et puis, on essaiera de garder un moment surtout pour vos questions. N'hésitez pas, on est entre nous, on est chouette, on est content d'avoir des questions en live. Encore une fois, pas sûr que ça revienne tout de suite, donc profitons-en bien. Et puis surtout, profitez du café, des croissants, il fait beau. Bon, on va peut-être pas tenir jusqu'à l'apéro, mais c'est pourtant pas long qui m'en manque parce que vraiment ça donne envie sur la terrasse. Et voilà, vous êtes les bienvenus toute la matinée pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à rester parmi nous. Merci beaucoup, Olivier, à toi le soin. Merci, bon, on va se revoir, je vous rassure. On traverse une phase un peu difficile, ça arrive, on a tous connu ça, on va essayer de bien s'en sortir. Bon, chacun va être dans son rôle entre Frédéric et moi, c'est-à-dire moi je vais vous faire partager des choses très générales et lui beaucoup plus précises. Voilà, moi sur ce qui se passe un peu partout et lui ce qui se passe uniquement chez Carrefour. Comme ça, normalement, on aura croisé à peu près tout ce qu'il faut. La question qu'on s'est posée, c'est de savoir si en fait on était en train de vivre ou non l'an 1 du fameux monde d'après en matière de vie sans prospectus. Alors, on ne va pas vous apporter une réponse comme ça, on va juste participer à votre propre réflexion, chacun dans son rôle. Moi, je vais commencer par vous lire, hop, ça va commencer dans un instant. Fabien, t'es où? Bien en bas. Bien en bas. Voilà, il est juste ici. Voilà, bon, alors je vais vous dire oui et non, comme ça, on ne risque pas de, voilà, de prendre trop de risques pour démarrer. Alors, oui, je vous disais où tu dis? Moi, je vais pas dire. Alors, je vais commencer par non. C'est pas la du monde d'après, parce que ça fait quand même longtemps que cet épisode il a démarré. Il a démarré, je vous rappelle, en 2010, avec une enseigne qui expliquait qu'elle voulait vivre en 2020 sans prospectus. Alors, elle n'a pas été loin d'y arriver quand même, mais ce qui veut quand même dire que ce monde d'après, il avait commencé bien avant. Il y a une autre logique, du métier, qui conduit à penser que bah, non, c'est quand même pas le monde d'après qui se dessine tout de suite, parce que bah, le prospectus, il est toujours très efficace. Alors bien sûr, il y a de la déperdition, mais qui est totalement assumée, puisque vous êtes tous dans ce qu'on appelle le spray and pray. Alors j'ai un très mauvais anglais, mais en gros c'est vous balancez et vous priez que ça tombe au bon endroit, et il se trouve que manifestement ça marche quand même pas si mal que ça. Ça veut dire que soit il y a un dieu des prospectus, soit il y a de la chance, soit il y a les deux à la fois, mais ça fonctionne. Donc, et puis en plus, il y a une appétence consommateur pour le sujet promo, et donc ben, le meilleur média pour ça, forcément, il en devient possiblement très résilient. Vous avez ici l'évolution source Nielsen du taux promo dans les enseignes sur un temps très très long. Le temps long, ça donne une force à la démonstration, ça donne de la robustesse. On est passé de 13% du CA promo en 2000 à aujourd'hui 20%, presque 21%. Alors on n'est pas au plus haut tout simplement parce qu'il y a eu une petite baisse, notamment suite aux EGA, États généraux de l'alimentation en 2018-2019, mais globalement on est déjà reparti. Et si vous regardez un focus sur 2 ans, donc on a 2020 qui avait évidemment été marqué par une baisse du taux promo pendant le confinement, mais 2021, même sur les mois comparables, est systématiquement au-dessus en termes de taux promo de ce qu'on avait l'année dernière. Ça veut dire que la désintoxication promo du consommateur, elle n'est pas née. On peut parler de désintoxication papier peut-être, mais dans tous les cas pas promo. Troisième raison pour penser que non, bah, c'est qu'on est alimenté les uns et les autres, et notamment pour ceux qui sont comme moi, des observateurs, des journalistes, on est alimenté par des prismes déformants. Quand vous avez lu, écrit les uns et les autres, pardon, ça va arriver dans un instant, que Ikea, par exemple, a abandonné le catalogue papier. Eh bien, vous avez eu, par analogie, dans beaucoup de médias, l'idée qu'en fait c'était la fin du prospectus. Non, le prospectus c'est une offre ponctuelle promotionnelle sur une période de temps réduite. Le catalogue Ikea, c'est toute la gamme Ikea pour l'année. Ça n'a rien à voir, c'est un catalogue et non pas un prospectus. Et donc, par analogie, on a peut-être mis dans la tête quelque chose qui n'arriverait pas à la vitesse à laquelle on avait pensé. Autre raison pour penser non, bah, c'est qu'il y a un enjeu social terrible. Et vous savez qu'en France, dès qu'il y a des enjeux sociaux derrière les problématiques métiers opérationnelles, bah, ça rattrape assez rapidement la chose. C'est-à-dire que les imprimeurs, les diffuseurs, avec pour une part d'ailleurs pour les diffuseurs l'accessibilité à un travail peu qualifié, et ça fait sens dans une société d'avoir des boulots peu qualifiés, donc on peut imaginer qu'il y a un enjeu social qui évidemment rattraperait une bascule un peu trop rapide parce que ça a des conséquences. On peut rajouter aussi, toujours dans une approche un peu socio, c'est que le prospectus, alors peut-être pas à nos yeux à nous, mais ne regardons pas la consommation par notre prisme qui par principe est déformant, regardons ce qui se passe au-delà de nous et surtout pas chez nous. Est-ce que pour une partie des Français, des consommateurs, le prospectus, c'est pas une forme de lien social parce qu'il arrive encore dans la boîte aux lettres?
alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de choses qu'avant qui arrivent dans la boîte aux lettres. Alors, ça peut vous faire un peu penser à une conversation de café du commerce, mais pour le coup, je renvoie à une discussion, à un document qu'on a publié avec Laurent en début d'année qui s'appelle Prospectus 2025, où en gros on a fait une conversation à deux voix sur le sujet. Quand on discutait de ça, on disait ouais, il y a quand même un rôle, malgré tout, à l'arrivée de ce prospectus dans la boîte aux lettres. Vous avez encore des gens qui ouvrent la boîte aux lettres avec plaisir parce qu'il y a quelque part le reflet du monde extérieur à l'intérieur, tout simplement. Donc attention à ne pas le regarder avec nos yeux trop condescendant par moment sur ce qu'est la consommation. Et puis enfin, dernière raison, c'est que le prospectus a toujours un rôle dans le négo. Alors on verra tout à l'heure d'ailleurs avec Frédéric si les pistes développées par Carrefour sont compatibles avec ce qui est toujours l'essence de la négo, mais tant qu'on n'a pas débranché durablement le prospectus de la négo, ça peut être un frein à cette vie d'après sans prospectus. C'était des éléments pour dire non. Mais évidemment, comme toujours, il y a des éléments pour dire oui. Et donc je vais vous en proposer quelques-uns. D'abord, il y a le fait qu'au fond de nous, on a tous deux casquettes, le citoyen et le consommateur, et on voit bien, par des tas de signaux, peut-être parfois faibles, mais qui existent, à quel point, petit à petit, le citoyen non pas prend la place du consommateur, mais la place du citoyen dans la balance intime que nous avons progresse. Et donc, de fait, ça peut amener à une réceptivité plus élevée qu'avant sur des sujets comme ça qui ont des conséquences plutôt vertueuses, en tous les cas, ce qu'on appelle des externalités positives, et non pas uniquement des bénéfices personnels qui est le consommateur. Tu vas galérer, Frédéric, avec ça. Je te le dis tout de suite, prépare-toi si tu veux prendre un médicament pour déstresser, tu peux, parce que c'est quand même très agaçant. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce que je vous raconte là, c'est une étude qui a été menée par Bonial, encore avec Opinionoé, qui avait été diffusée en début d'année, c'est la part des consommateurs qui aujourd'hui mettent le stop pub, et surtout évidemment son évolution, parce que ce qu'il faut regarder c'est la dynamique. On est à 30% de consommateurs qui ont affiché un stop pub, mais surtout on est en progression de 12 points par rapport à 2015, à la limite que ce chiffre soit faux, on s'en tamponne, mais celui-là, la probabilité qu'il soit juste, elle est plus forte. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est la dynamique qu'il y a derrière. Donc vous voyez, quand je vous parle de cette casquette du citoyen qui progresse, c'est une réalité. Deuxième élément pour dire, ben oui, on est peut-être quand même dans cette vie-là du monde d'après, dans cette en un du monde d'après, c'est une forme de maturité technique, d'équipement, d'appétence, d'usage qui est en train de croître. La digitalisation de nos vies, Laurent le rappelait, est une réalité. Et donc par principe, ça devient de fait le terreau fertile à un nouvel accès, un nouveau mode d'accès à ces travaux dont on a vu qu'elles étaient de toute façon indispensables. Un autre signal plutôt encourageant, c'est que on a dans l'écosystème du prospectus, il y a les enseignes, les marques et le politique. Et le politique, il a quand même envoyé un signal assez clair avec ce fameux Wikipub. Alors on est au stade de l'expérimentation, on n'est pas encore, c'est pas déployé, mais ça veut quand même dire que malgré tout, il y a le signal d'une relation différente au prospectus, puisque désormais c'est uniquement stop pub, c'est il va falloir donner son consentement éclairé, comme on dit, à l'avance. Et quand on interroge les consommateurs, ce qu'avait fait Bonial là aussi dans le début d'année, êtes-vous personnellement favorable ou opposé à cette mesure, c'est-à-dire d'avoir à donner son consentement pour? Vous avez vu que c'est la partie verte, vous avez 3 Français sur 4 en gros qui disent qu'ils sont favorables. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le mettre, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont contre les prospectus, c'est pas ça du tout. Mais si d'aventure ce besoin du consentement devait être généralisé, non pas simplement testé, en tous les cas il n'y aurait pas un vent de révolte pour dire on est tout à fait contre, c'est une privation de liberté. Au contraire, c'est finalement on donne l'accession, la libre accession à ce média-là. Autre raison pour penser que oui on y est déjà, c'est que finalement ça avait démarré bien avant. On n'a pas attendu qu'on fasse ce petit déjeuner pour en parler, Carrefour l'a fait. Il y a des initiatives symboliques qui existent déjà. Je vous montre par exemple ce qu'avait fait l'année dernière un directeur d'Auchan. Pour un Auchan qui est quand même aussi très dépendant de la promo que Carrefour, c'est pas un secret. Les hyper Auchan et les hyper Carrefour ont des taux de promo qui sont largement supérieurs à la moyenne. Vivre sans prospectus, alors ok, on est dans Saint-Herblain, ok, on est dans l'Ouest, le taux de stop pub est plus élevé qu'ailleurs, ok. Bon, mais quand même, il faut y aller, il faut oser le faire et tomber dans cette forme de radicalité qui avait été la plus extrême à Luçon, le fameux Leclerc-Luçon en Vendée, Jean-Claude Pénicourt, un adhérent qui a 2-3 vues assez différentes de la moyenne des chefs d'entreprise en France. Pour les curieux, il y a un podcast sur mon blog qui est en libre écoute, vous direz, c'est fascinant, il vous fait rentrer dans sa tête sur pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, et tout le questionnement intime qu'il y a eu sur mais est-ce que je ne suis pas en train de mettre en péril la construction de ma vie professionnelle
avec une décision un peu personnelle, parce que c'est par éthique personnelle qu'il voulait faire ça, mais il est en train de se dire, mais si je mets à plat tout ce que j'ai construit, il y a un militaire qui fait 80 millions de chiffre d'affaires, donc c'est quand même pas rien, et pourtant il est allé avec une forme de radicalité. Et puis on a eu évidemment Carrefour avec une moindre radicalité, et c'est ça qui est très intéressant, et Frédéric nous en parlera, puisque les clients ont encore eu le choix de recevoir, pour ceux qui le veulent, le prospectus papier. Donc autant vous dire que finalement, tout ça mis bout à bout, ben, ça montre que quand même quelque chose a démarré. Il ne faut pas faire semblant que rien ne sera exactement comme avant. Non, ça ne sera pas comme avant parce que ça a changé. Et puis enfin, le dernier argument, qui n'est pas le moindre, c'est que ça coûte un pognon de dingue. Le prospectus, c'est un budget phénoménal. Alors Frédéric, il ne le confirmera pas, mais moi je vais vous donner. On va dire par exemple parce que chacun est dans son rôle, voilà, on le fait bien, mais totalement étanche. Bon, pour vous donner comme ça juste un chiffre, qui n'est pas totalement déconnant, parce qu'en tous les cas, avec de l'endroit où il vient, il ne peut pas être totalement déconnant. Prenez un hypermarché qui fait 65 millions de chiffre d'affaires. Allez, à la bouche. Je ne vous dis pas lequel, mais prenez-le. Si vous connaissez votre géographie, vous devriez y arriver. Eh bien, le prospectus, ça lui coûte 750 000 € par an. Alors, bien sûr, il y a tout dedans, c'est pas juste la diffusion. Bon, mais regardez ce que ça coûte par rapport au poids du magasin. Alors, évidemment, Carrefour est plus dépendant que d'autres. On ne peut pas en faire la moyenne France. Je vous l'accorde. Mais quand même, c'est pas un petit sujet quand même que d'avoir un budget prospectus qui représente ce niveau-là. Donc, s'il faut malgré tout trancher entre le oui et le non, mais de manière un peu souple quand même, je dirais oui qu'on est quand même probablement au début de quelque chose. Je pense qu'il faut être un grand naïf pour imaginer qu'il ne se passe pas quelque chose et que finalement, oui, la vie, elle a commencé, la vie sans prospectus, elle a commencé. Par contre, on a intérêt à le débrancher, ce malade-là, pas trop rapidement, parce que sinon il pourrait mourir un peu plus vite que ce qu'il faudrait, et ceux qui auront débranché trop vite pourraient s'en mordre les doigts. Donc, voilà, il y en a un qui l'a débranché, il est là, enfin, partiellement débranché, dans quelques magasins, oui, mais bon, attention, on ne va quand même pas mettre en place toute la construction pour juste faire le malin pour dire on est zéro prospectus. Ah, voilà. Et donc, Carrefour, depuis, je crois, le 28 juin, si ma mémoire est bonne, voilà, a entamé un test qui vise à permettre aux consommateurs de dire la manière dont ils vont recevoir les prospectus. Frédéric va nous expliquer pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait, et puis aussi partager quelques éléments de résultats. Puis je renvoie aussi à mon blog où il y aura un petit peu d'autres, évidemment, qu'il n'aura pas donné. J'espère. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on s'est lancé dans cette démarche de zéro gaspille du catalogue papier, vous verrez pourquoi ça s'appelle comme ça. Tout de suite, on s'est dit, on va partager les résultats de ce test. Moi, j'ai été très impressionné par le blog avec l'intervention du directeur de Luchon. C'était extrêmement incarné. Et on s'est dit, nous aussi, on va partager en toute transparence les résultats de ce test. C'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne l'environnement, qui concerne les clients. Et donc, on s'est dit, on va partager. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui en toute transparence, aussi transparente que possible. La question qu'on s'est posée, c'est finalement, c'est quoi le problème? Moi, j'aime bien quand on pose vraiment, c'est quoi le sujet? Et pourquoi ce truc dont on parle? Parce qu'on a vu effectivement la communication de Leclerc il y a plus d'une dizaine d'années, il y a 10 ans, qui expliquait qu'en 2020 il n'y aurait plus de catalogue. Pour l'instant, ça ne tourne pas avec un magasin. Sur une main. Bon. Donc c'est quand même quelque chose, ça fait 10 ans qu'on en parle et ça fait une main. Donc c'est quand même que le sujet est complexe et on a essayé de poser la question, mais pourquoi c'était si complexe? Premier truc, c'est qu'il y a des clients qui aiment ça. Et nous, on est des commerçants et on n'a pas envie de faire d'appel à nos clients. Alors, on leur un truc qu'ils aiment bien. Donc, il y a plein de clients qui aiment le catalogue papier. Et il y a plein de clients qui décident de leur lieu d'achat en fonction du catalogue et ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, ça nous concerne directement parce que ça influence directement notre chiffre d'affaires et l'attractivité de nos magasins. Deux, quand on regarde ce que ça coûte, effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un gros budget. Mais demain, quand on sera sur le digital, je ne suis pas sûr que ça sera beaucoup moins cher. Et donc aujourd'hui, c'est hyper efficace et pour un coût qui est au regard de l'attractivité supportable. Et si quelqu'un avait trouvé moins cher et mieux, il y a bien longtemps que ça serait fait. Parce que nos catalogues papier, parce que le papier, le catalogue papier, c'est du papier recyclé ou alors issu de forêts gérées durablement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un arbre qui est coupé pour faire du papier, il y en a un qui est replanté. Donc en tant que tel, quand on regarde comme ça,
il n'y a pas de sujet. Après, il y a eu une discussion aussi entre est-ce que c'est plus polluant le papier que le digital. Alors, il y a quelques temps, c'était très clair, le papier était plus polluant, puis plus le temps se rapproche, plus le sujet est en discussion. Donc, on n'a pas voulu rentrer dans ce débat de digital plus polluant ou moins polluant. Donc, nous, on s'est dit, il y a un truc qui pose vraiment le problème. Un problème, c'est quand on sulfate comme ça dans toutes les boîtes aux lettres, il y a quand même un gros paquet de catalogues qui part directement à la poubelle. Et c'est vrai qu'on a mieux à faire que de distribuer, fabriquer, produire, transporter, distribuer, mettre dans la boîte aux lettres du client, qu'il la prenne, qu'il jette directement, que ce truc soit recyclé. Il y a quand même un sujet. Donc, nous, le problème, c'est qu'on a attaqué au travers de cette démarche, c'était ce sujet de déperdition du catalogue, et on n'a pas voulu attaquer le sujet du catalogue en tant que tel. C'est sa déperdition qu'on a essayé d'attaquer, qui est, à mon avis, le problème central. Vous l'avez rappelé, il y a quand même un contexte qui nous pousse un peu, le sujet de la loi climat et résilience qui va lancer un test qui va toucher au moins 10%, enfin pas plus de 10% de la population française, une quinzaine de grandes collectivités. Les collectivités sont en train de poser leur candidature. Le 26 novembre, c'est sa clôture. Et l'année prochaine, il y aura 26 collectivités, il y aura 15 collectivités maximum qui n'autoriseront la distribution du catalogue papier dans les boîtes aux lettres que s'il y a un oui-pub de coller sur la boîte aux lettres. Là, c'est quand même un gros changement pour plein de branches d'activité. Et il y a aussi un sujet sociétal où les clients aussi nous disent attention, dans notre enquête OpinionWay, je crois qu'il y a 75% des clients qui disaient que pour eux, le catalogue papier était un peu loin. Donc comment, au milieu de tout ça, on arrive à satisfaire tout le monde? Et donc, effectivement, c'est énorme. Je peux faire Non, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire de façon beaucoup plus manuelle. Le test qu'on a lancé, alors, première chose très importante, tout ce qu'on fait, on ne touche jamais à ce qui était prévu en termes de promo. C'est-à-dire que le catalogue, il est créé de la même façon qu'il soit en papier ou digitalisé. Il y a autant de promos qu'avant, donc on ne veut pas mélanger les tests dans les tests, donc on ne touche à rien au plan d'animation commerciale qui est sur les magasins où on a arrêté. Je ne sais pas si vous le savez, mais Carrefour, le claim de Carrefour, c'est oui, 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 oui. À chaque fois que quelqu'un vient voir, c'est oui, quelle que soit la question. Et donc on a voulu absolument dire oui à tous nos clients, oui à ceux qui en ont ras-le-bol d'avoir du papier dans la boîte aux lettres, parce qu'on va arrêter de distribuer dans la boîte aux lettres, oui à ceux qui veulent l'avoir en digital parce qu'ils comprennent que c'est mieux qu'en papier. Vous pourrez l'avoir, on vous le poussera par email ou par SMS ou d'autres façons, je vous expliquerai tout à l'heure. Et oui à ceux qui disent attendez, moi je suis d'accord pour tout ce que vous dites, mais moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur, moi j'ai bien de papier, etc. Ben oui, on va aussi te l'envoyer. Donc on répond à oui à tout le monde. Et dans ce test-là, clairement, ça a été un confort incroyable pour les magasins, parce qu'ils n'ont jamais dit non. Parce que comme vous arrêtez le catalogue, il y a quand même des gens qui viennent voir et disent attendez, moi comment je fais, je n'ai pas l'ordinateur, etc. Donc du coup, c'était un vrai confort, et confort pour les magasins et confort pour les clients. Donc le principe, vous voyez ici, donc on dit oui aux promos non gaspillage de papier. À partir du 28 juin, les catalogues papier, c'est seulement si vous voulez. Et donc on propose, on arrête la distribution non adressée dans les boîtes aux lettres, donc ça on coupe. Donc à partir du 28 juin, sur les 4 magasins qui ont fait l'objet du test, donc les 4 magasins, c'est Lille et Soyaux pour les hypermarchés, et Rognac et Périgny. Donc Rognac, c'est en dessous de Vitrolles, et Périgny, c'est à côté de Lons-le-Saunier. On a arrêté aussi les catalogues dans ces 4 magasins. On a arrêté les catalogues dans ces 4 magasins. Et donc on propose des solutions digitales alternatives, que sont SMS, email, WhatsApp, et envoi du courrier papier pour ceux qui le veulent. Donc ça, c'était la particularité, c'est que le client qui le veut, on lui envoie le courrier dans une enveloppe chez lui. Donc comme ça, on a dit oui à tout le monde. Et donc ça, c'était l'objet du test, et on était très curieux de savoir de comment ça allait réagir. Pour être très clair, sur tous ces sujets-là, à chaque fois qu'on le fait, on serre un peu les fesses. Parce que c'est quand même un vecteur d'attractivité très fort pour nos magasins, et on le fait avec beaucoup de prudence. Donc je vais vous restituer le résultat. Donc, ah oui, très important. Pourquoi on a fait ça? Parce que je reprends un élément de l'enquête OpinionWay de Ponial, c'est qu'il y a effectivement 72% des clients qui disent oui, nous on ira bien en digital chercher l'information.
grosso modo c'est beaucoup, mais ça fait quand même un tiers des clients qui disent non. Et un tiers des clients qui ne voient plus nos promotions, ça nous pose quand même un problème. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'adresser l'ensemble des clients. Le plan. Alors je vais vous montrer le plan qu'on a élaboré en toute transparence. Voilà comment on a réfléchi. Parce qu'il faut bien voir, bien d'empathie vis-à-vis de nous, c'est que ça fait 50 ans qu'on est organisé, structuré, culturellement imprégné de le catalogue papier RIP, notre activité commerciale. Et donc, on avait besoin d'un plan qui nous permette quand même d'avoir une assise qui nous rassure. Donc on est parti d'un truc très simple. On s'est dit comment les clients utilisent le catalogue papier. Donc quand ils reçoivent dans la boîte aux lettres, donc ça c'est des éléments qui viennent de l'ADEME, mais qui sont globalement, quand Adrexo ou Mediapost les communique, on est à peu près sur le même niveau. Il y a 15% des clients qui reçoivent le catalogue dans la boîte aux lettres, le lisent attentivement. Donc là, c'est ceux qui nous font le plus peur, parce que eux, ils le regardent, ils le tournent, ils l'entourent, ils découpent, bref, ils font beaucoup de choses avec ce catalogue. Ensuite, 48%, donc eux, ils sont moins attentifs, mais il y a quelque chose qui s'intègre dans la tête. Tiens, c'est la foire au vin chez Carrefour. On l'a pas ouvert, mais c'est la foire au vin chez Carrefour. Tiens, c'est l'anniversaire Carrefour. Ils n'ont pas ouvert, mais ils ont quelque chose dans leur tête qui leur a dit tiens, il se passe un truc chez Carrefour. Et peut-être que quand ils vont décider de où vont faire leur course, ils vont dire tiens, je vais aller chez Carrefour, j'ai vu que c'était l'anniversaire. Et donc là aussi, c'est très important parce qu'ils sont très nombreux. Ceux dans lesquels le catalogue ancre une information qui sera peut-être déterminante dans leur choix. Donc, et après, il y a quand même 37% des clients qui voient le catalogue, ils n'en font rien, ils le jettent directement ou ils emballent les épluchures de feuilles de terre avec, et ils le mettent directement à la poubelle, et eux, ils le voient comme un irritant. Donc, ça, c'est la façon dont nos clients utilisent le catalogue. Et on s'est dit, on va monter 3 plans. Inversement proportionnel à ce qu'on a vu là, pour mettre quand même les clients dans la même situation que quand ils avaient le catalogue papier. Donc, le premier plan que je vais vous détailler, c'est comment on met les clients qui lisent habituellement le catalogue papier de manière très détaillée en même situation alors qu'il n'y a plus de catalogue papier. Donc, comment on leur met à disposition le catalogue pour pouvoir tourner les pages pour leur permettre de continuer à regarder ce catalogue en détail. Certes, ça ne sera plus forcément sur papier, sauf s'ils le demandaient, mais on leur met quand même en situation de pouvoir analyser le catalogue en détail. Ensuite, le deuxième niveau, donc ça c'était le plan pull. Le plan push, c'est ceux qui n'ont rien fait. Je vais quand même leur pousser l'information qu'il se passe un truc trop bien chez Carrefour, que ce soit dans des médias off ou online, pour leur dire tiens, il se passe un truc chez Carrefour, parce qu'ils n'auront plus de catalogue papier pour avoir cette information. Et on avait également un petit plan, qui était quand même un plan, on va dire, pédagogique, code d'amour, pour expliquer aux gens que chez Carrefour, on arrête les catalogues et expliquer pourquoi on le fait et comment on le fait. Voilà, donc ça c'était comme ça qu'on avait un peu structuré notre réflexion. Et je vais vous décrire désormais le test. Concrètement, ça s'est passé comment? Donc la première chose, c'est qu'on a mis en place un dispositif de lancement. Donc la première chose très importante qu'on a fait, c'est que entre le moment où on a annoncé qu'on arrêtait les catalogues et le moment où on les a arrêtés, il s'est écoulé 1 mois en hypermarché et 2 mois en supermarché. Alors s'il n'y a pas d'écart entre les hyper et les super, c'est que les super ils ont arrêté au mois d'août. Et du coup on n'a pas voulu prendre de risque sur l'été, donc on a mis 2 mois pour permettre aux clients de nous dire comment ils pouvaient désormais recevoir le catalogue. C'est ça l'enjeu de ce délai, c'est de garder le contact avec nos clients coûte que coûte, et donc de leur proposer de s'inscrire à des solutions alternatives. Et je vais vous expliquer comment on l'a organisé. Donc, donc on avait un dispositif de lancement, on avait fait la communication en catalogue, je vais vous montrer tout de suite derrière, et puis un dispositif de lancement, pardon, et un dispositif permanent de communication. Est-ce que tu peux monter ta main sur le micro parce que je pense que tu caches la base. Donc on a fait un plan presse sur les différentes villes pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on faisait. On a mis des animateurs qui, vous le verrez, ont un rôle extrêmement important. Parce que contrairement à ce que nous on avait pensé quand on dit aux clients qu'on arrête la distribution des catalogues, dans leur tête, et qu'on leur dit tiens, c'est bien que vous fassiez quelque chose pour qu'on puisse continuer à vous adresser ces informations,
ils font rien. Donc les hôtesses, elles ont été extrêmement, enfin les hôtesses ont été extrêmement importants. On leur a envoyé un courrier pour leur dire tiens, inscrivez-vous, dites-nous comment vous voulez recevoir le catalogue sur notre fameuse plateforme que je vais vous présenter en quelques instants. Ça a été très compliqué pour qu'ils fassent également quelque chose. Et dans le dernier catalogue, on a communiqué en disant ceci est le dernier catalogue de votre magasin de Lille et de Rognac, et les prises de parole étaient faites systématiquement par les directeurs du magasin en question. On a fait de l'affichage pour le principe, c'est qu'aucun client ne découvrait qu'un matin, il n'y avait plus de catalogue dans sa boîte aux lettres et qu'il considère qu'à l'instant T que c'était quand même irritant. Il n'y a plus de catalogue. Donc du coup, l'objectif, c'était vraiment que tout le monde soit au courant, avec un rôle très important, évidemment, des équipes en magasin, des hôtesses de caisse, qui disaient aux clients, attention, vous avez bien vu, on arrête les catalogues papier, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme. Le plan pool, c'est celui-ci. Donc c'est un plan qui globalement est plutôt un plan owned, avec nos données à nous. C'est-à-dire que tout l'enjeu, vous le verrez, c'est d'avoir un maximum de contactabilité dans nos bases pour pouvoir continuer à adresser nos clients. Donc dans les éléments qu'on a désormais adressés chaque semaine, on a le client qui a choisi de recevoir un SMS, il reçoit un SMS, il clique sur le lien, il y a le catalogue. Si vous n'avez pas WhatsApp, alors là, vraiment faites-le, ce truc c'est un truc d'enfer. Faites-le, vous allez sur carrefour.fr, vous cliquez sur la petite cocotte en papier, vous choisissez, vous mettez votre numéro de téléphone, et chaque semaine, vous avez un petit message sur WhatsApp avec les catalogues de votre magasin. Email, on envoie chaque vendredi, donc chaque samedi, pardon, on envoie à nos clients la newsletter avec leur catalogue de leur format. S'ils achètent plutôt en hyper ou plutôt en supermarché, on leur envoie le catalogue. Et puis, on a ce fameux dispositif qui n'existe que dans les magasins du test, bien évidemment, où on met sous l'enveloppe les catalogues de la semaine, parce qu'il y a souvent plusieurs, et le client, il reçoit directement chez lui, pour ceux qui l'ont choisi. Alors la question, c'est comment ils l'ont choisi. Donc on a créé une plateforme d'inscription sur carrefour.fr. C'est Carrefour, si vous voulez l'URL, c'est carrefour.fr, catalogue. Et si vous allez sur carrefour.fr, vous cliquez sur catalogue et vous cliquez sur la petite cocotte en papier, et vous pourrez choisir. Donc vous pourrez choisir tout de suite dans tous les magasins de France SMS, WhatsApp, email, et vous pourrez choisir papier si vous êtes sur Lille, Soyaux, Rognac ou Périgny. Et donc le client, il saisit ces informations et il reçoit un email de confirmation et c'est parti. Dans les 15 jours qui suivent, le catalogue papier arrive dans sa boîte aux lettres et immédiatement il reçoit les informations WhatsApp, SMS et email dans la foulée. Donc ça, c'était le gros enjeu qu'on s'était fixé, c'est de choper un maximum de contactabilité de la part de nos clients sur cette plateforme, parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver un peu tout nu le jour de l'arrêt des catalogues sans pouvoir contacter nos clients, et on s'était naïvement mis comme objectif d'attraper au moins les 15 plus les 40 là, qui le lisent attentivement ou plus ou moins attentivement en termes de contactabilité par rapport au nombre de boîtes aux lettres que je distribuais. Vous le verrez, on en a été assez loin de cette performance. Je vais vous montrer les chiffres. Voilà, donc du coup, l'objectif de garder le contact et je vais vous montrer les bilans. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop diffusé. Ça, c'est le nombre de personnes qui se sont inscrits sur la plateforme à Lille. Donc des gens inscrits tout seuls ou parce qu'on est allé les voir en magasin, et vous le verrez que le rôle de l'hôtesse et des autres hôtesses était extrêmement important, parce que le client, naturellement, il a plein de choses à faire, plein de choses dans sa vie, plein de choses à penser, et globalement, recevoir les informations catalogue, ce n'était pas forcément son sujet de préoccupation principal. Donc, Lille, on a attrapé 8000 informations. Soyaux 2640, Périgny 600 et Rognac 700. Globalement, les gens qui se sont inscrits à cette plateforme représentent en moyenne 10% des boîtes aux lettres que je distribue. Donc en faisant ça, je n'ai attrapé que je n'ai récupéré que 10% en nombre. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en nombre, j'ai attrapé que 10%. Si je rajoute
les éléments que j'avais en CRM à disposition, parce que j'avais déjà les moyens de contacter mes clients. En gros, sur Lille, j'arrive à toucher 20% en équivalent, je ne sais pas si c'est les mêmes, j'arrive à toucher 20% des gens, 12%, 19% et Rognac plus proche des 25%. Et on le voit, quand les gens se sont inscrits sur la plateforme, ils ont choisi. Et là, on voit tout de suite les premières difficultés de la vie sans catalogue papier. On voit qu'entre un magasin urbain type Lille, proche de la gare, avec beaucoup d'étudiants, etc., 88% des clients qui se sont connectés, 88% des 8000 ont choisi une information digitale. 12% ont choisi du papier. Soyaux, 66%, donc magasin plus rural, donc c'est la Charente, magasin plus rural, 66% des gens ont choisi le papier, c'est 2640, et 34% ont choisi le digital. C'est plus équilibré sur les markets de Rognac et Périgny. Donc, premier renseignement, on sent que le digital, on sent par exemple que Bognat, je pense qu'il va avoir plus de mal à nous trouver du contact sur Soyaux que sur Lille, et vous le verrez, c'est le cas. Parce que sur Soyaux, manifestement, ils sont beaucoup moins digitalisés que sur Lille. Voilà, donc premier renseignement, il y a quand même des écarts entre les différents profils de magasins qu'on fait clients. Et deuxième renseignement, l'espoir de garder la même contactabilité en nombre de personnes entre le papier et le digital, enfin le digital owned, le nôtre, c'est pas simple. Voilà. Je croyais qu'il n'y avait pas de problème de couleur. Je vais vous le raconter. J'avais bien précisé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. La façon dont on a travaillé a été la suivante. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vais vous raconter. Donc, on est parti du Rich Max Hebdo catalogue. Donc, combien je distribuais de catalogues par semaine dans chacun de nos magasins. Moins le Rich Owned, des gens que je suis capable de toucher en propriétaire, est égal à ce qu'il va falloir aller chercher par ailleurs. Donc, si je suis capable de toucher 100% de mes clients en owned, je ne vais pas voir Bognat. Mais, je vais aller le voir. Et donc, voilà comment on a fonctionné. Parce que on avait, je ne sais pas, là-dedans, il y a plein de biais. Parce que ça se trouve, ici, c'est les mêmes qui sont là en Rich Owned que là en Rich Digital payant. Mais on avait besoin de se rassurer en disant, parce que l'équation de la communication d'un catalogue, l'équation, un jour, c'est des ingénieurs qui sont venus faire un stage chez nous et on les avait mis sur réfléchissez sur le catalogue de demain. Ils nous avaient dit, ils avaient commencé par un des trucs, ils avaient dit, nous, l'équation du catalogue, c'est exposition, taux d'exposition, fois taux de perception, fois taux de pertinence, fois taux d'intensité persuasive. Voilà, égale l'efficacité d'un catalogue. Et donc, taux d'exposition, le déterminant presque le plus fort, là on l'a beaucoup perdu parce qu'on touche moins de monde. Et donc du coup, on s'est dit on va essayer d'en toucher au moins autant en nombre de personnes qu'avant, quand il y avait le papier. Et donc du coup, on est parti nous de catalogue distribué par semaine. On a retiré tout ce qu'on est capable d'adresser en email, WhatsApp, courrier, et puis on garde le dépôt caisse parce que le dépôt caisse, on n'a pas de problème avec ça parce qu'il est utilisé par les clients, donc on le conserve. Et après, on est allé acheter sur Facebook, YouTube, Bognat. Et sur Soyaux, on n'a pas fait du YouTube et du Bognat parce que comme ils ne sont pas digitales, du coup on a refait de la presse et on a fait de l'affichage pour essayer de conserver la comptabilité, notamment lors des temps forts commerciaux. Voilà comment on a raisonné. Et donc du coup, on n'a pas fait 50 solutions digitales pour compenser. On a fait du YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu ce dispositif où il y a des pages du catalogue qui tournent et on commente. Ça cartonne. On a fait du Facebook et on a fait également du Bognat qui nous a beaucoup rassurés parce que d'abord on retrouve l'écart de capacité de comptabilité, ce qui me rassure, parce que ça veut dire que les chiffres qu'on m'annonce sont cohérents.
qui vient compléter le reach du catalogue papier que j'ai perdu. Et on a fait également de la PQR sur Soyo, sur la Charente libre notamment, pour pouvoir avertir les gens qu'il y avait une super opération qui se passait parce qu'on n'arrivait pas à les toucher en digital, qui est un des enseignements majeurs de notre test. Alors les apprentissages. Qu'est-ce qu'en pensent nos clients? Donc les clients, ils ont adoré. Voilà, ils ont trouvé ça super. Ils ont trouvé que c'était clair, c'était facile à comprendre. Alors, on a dit oui à tout. Alors, ils étaient super contents. Ils ont trouvé que c'était un engagement très fort de Carrefour et que du coup, ils le valorisaient. Ils ont trouvé que ça répondait bien à leurs attentes. Vous voyez, 82% à Lille et Soyo à 79%, un petit peu moins. Ils ont trouvé que ça améliorait l'image de Carrefour. Ils ont trouvé qu'ils avaient toujours accès aussi facilement aux promotions pour 70%, 18% à Lille et qu'à 67% à Soyo. Donc ils ont trouvé que c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient plus de papier, ils faisaient bien le papier. Par contre, ce qui était extrêmement intéressant aussi, on a fait pas mal de tables rondes avec nos clients, on les a appelés, on a fait des focus clients. La conclusion, c'est qu'ils sont tous ravis, mais il n'y a pas un client qui utilise le catalogue de la même façon. Enfin, il n'y a pas un client qui nous a dit la même chose. Il y en a qui ont dit moi j'aime bien le lire de telle façon, j'aime plus parce que l'idée est bonne, mais je ne comprends pas que vous l'envoyez par papier. Enfin, il y a eu beaucoup de réactions extrêmement différentes, qui était très compliqué d'en tirer un enseignement général. C'est que les clients, sur leur approche avec le catalogue papier, ils restent uniques. Voilà, mais globalement, les clients, ils ont trouvé ça super. Après, je vais vous dire, qu'en pense notre chiffre d'affaires. On a eu plutôt des bonnes nouvelles sur Lille, Rognac et Périgny, parce que je pense qu'on a réussi à garder la comptabilité avec le contact avec un très grand nombre de clients. On a eu un problème sur Soyo, parce qu'à Soyo, donc Soyo, c'est une particularité, c'est le seul magasin qui a une enseigne Carrefour, un logo Carrefour au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Carrefour en Charente, c'est le magasin de Soyo. Donc il a un nombre de clients irréguliers, un taux de clients irréguliers supérieur à la moyenne. C'est-à-dire qu'il a énormément de clients qui viennent une fois de temps en temps le voir, et ces clients-là, ils achetaient plutôt du non-alimentaire. Donc ils sortaient beaucoup sur des grands temps forts, etc. Et comme ils sont irréguliers, on n'arrive pas à les toucher. Et comme on ne les touche plus, et qu'ils sont réguliers, c'est-à-dire qu'ils ont un autre magasin principal qui lui continue à distribuer des catalogues, on les a perdus. Et ça nous a posé un problème majeur de chiffre d'affaires. Notamment, on n'a pas eu de problème pendant tout l'été, et ça s'est mis à dévisser au moment de la rentrée des classes, au moment de l'anniversaire Carrefour, parce que ces clients-là qui venaient de temps en temps dans ce magasin, ils n'étaient plus contactés, ils n'avaient plus l'information. Et donc on avait perçu le risque, on avait beaucoup communiqué en presse, mais on communiquait plutôt sur nos grosses offres PGC, alors que finalement on aurait dû communiquer sur nos grosses offres non alimentaires, ça aurait été plus pertinent, parce que c'est là-dessus qu'on a beaucoup perdu. Et donc on a perdu pas mal de chiffres de clients qui venaient pour le non-al, et achetaient aussi dans la foulée de l'alimentaire. Donc voilà, c'est un tout ça. On n'est pas résigné. Hein. Soyons, on va trouver d'autres solutions parce qu'on a compris le problème. C'est vrai que nous, on a arrêté, les concurrents n'ont pas arrêté. Si demain tout le monde arrête, il y a de nouveaux matchs. Mais donc on va continuer à travailler sur Soyons. Et par contre, pour la suite des événements, c'est quand même un enseignement qui nous a interpellés. C'est plus facile dans un urbain que dans un rural. Alors, désolé pour ceux qui sont au fond, je vais vous les raconter. Les grands apprentissages. L'arrêt du catalogue papier, ça n'entraîne aucune action de la part des clients. En gros, il faut aller à leur devant pour leur proposer des solutions alternatives, pour les solliciter. Donc le rôle des hôtes et des hôtesses a été absolument clé. On a multiplié, on a mis une borne, on a écrit, on a fait plein d'actions pour aller les chercher dans des communications en froide. Celle qui a le mieux marché, c'est la communication chaude où les clients allaient les voir et on leur proposait de choisir des solutions alternatives. Les clients dits gros promobores, ils sont déjà organisés. C'est-à-dire qu'il y a bien longtemps qu'ils ont basculé sur le digital
parce que d'abord ils préfèrent, parce que souvent ils l'ont avant le catalogue papier, ça leur facilite la préparation, donc eux, ils sont déjà extrêmement digitalisés, et donc il y a assez peu d'impact sur les gros promos-boards. On aurait pu avoir cette inquiétude, mais ça n'a pas été le cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les clients irréguliers sont les plus à risque. Les clients irréguliers sont les plus à risque parce que ils m'ont pas donné leur contact, parce qu'il y a une fois de temps en temps, donc je récupère leur contact assez difficilement. Et ils ont une autre enseigne qui continue à les solliciter. Et donc le match de ma boîte aux lettres, il est défavorable, puisqu'il n'y a plus de catalogue Carrefour, mais il y a des catalogues des concurrents. Ce qui a été clair également, c'est que si demain on doit choisir qu'est-ce qu'on expose en digital paid, c'est plutôt nos offres inhabituelles. En gros, on a compris que le sujet de ce test, c'était comment on arrive à exposer nos offres inhabituelles à des clients inhabituels. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'était ça l'origine du catalogue. C'était d'exposer des offres inhabituelles à des clients inhabituels. Et c'est vrai qu'avec le temps, on s'est mis à exposer des choses un peu plus mainstream, notamment sur Soyos, on a bien vu que, par exemple, on vendait un panier de 2,50 m de haut à 79 €, enfin un prix défiant toute concurrence. Il n'y a aucune chance que ça soit un achat d'impulsion. Voilà. Donc du coup, c'est forcément quelqu'un qui le voit et qui dit « Ah, c'est super, je vais venir le chercher ». Et la probabilité que ce soit un client inhabituel est assez grande. Et bien sûr, Soyos, il les a pas vendus parce que personne ne savait qu'il vendait ça. Donc, l'exposition des produits inhabituels et des clients inhabituels, pour le magasin, je parle, c'est un enjeu de notre communication payante. Très important. La contactabilité, jusqu'à présent, dans nos magasins, c'était souvent le problème du mec du CRM, qui était inquiet de ne pas pouvoir suffisamment envoyer d'emails, etc. Ça devient un enjeu majeur pour tout le monde, et notamment pour le magasin. Voilà, parce que si le magasin ne participe pas à la capture des contacts de ses clients, bien quand il arrête les catalogues, il ne touche plus ses clients. Donc le sujet de la contactabilité est un enjeu majeur pour tous, mais aussi des magasins. Quand on a arrêté les catalogues, on s'est rendu compte d'une chose très importante, c'est qu'on ne se rendait pas compte comment c'est facile une boîte aux lettres, comment c'est sécurisant une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, elle ne bouge pas, elle est fixe, et c'est les gens qui tournent autour qui bougent. L'email, tout le monde bouge. La boîte aux lettres et l'email, la boîte mail, le client qui déménage part avec. Et moi, je ne sais pas qui est parti. Par contre, je pense qu'il est toujours mon client. Donc, le temps que je me rends compte qu'il a déménagé, etc., je continue à lui envoyer le catalogue du magasin. Enfin, c'est compliqué. La boîte aux lettres, elle ne bouge jamais. Le mail est une denrée périssable. Si jamais le client ne répond pas, au bout de quelques mois, je ne peux plus le contacter. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se dégage, c'est que c'est une vraie complexité quand même, ce sujet, et ça va nécessiter des process, des outils qui vont être à la hauteur des enjeux. Et que, enfin, la conclusion, c'est qu'il n'y aura pas de formule unique ou de timing unique pour l'arrêt des catalogues. Je pense que la probabilité qu'on aille vers ce chemin est grande. Ce qui reste à définir, c'est la vitesse à laquelle ça va se faire. Parce que si Soyos, j'arrête les catalogues, je vais quand même mécontenter un paquet de clients. Et donc, si on doit choisir par quel type de magasin j'attaque l'arrêt, la réduction, je pense qu'on va plutôt attaquer par les urbains que par les ruraux, par exemple. On va plutôt attaquer avec des magasins qui ont des clients, une masse de clients en proximité très importante, plutôt que des magasins qui ont des clients qui sont jusqu'à 40 minutes. Donc il y a un vrai écart entre des magasins qui sont urbains et ruraux et en fonction des clientèles plutôt jeunes ou moins jeunes. Il y a aussi des écarts très significatifs. Voilà les enseignements qu'on a tirés de ce test. Je vous remercie et je vous dis, ce sujet est à suivre parce qu'il y aura une suite. Bon, on va entamer la deuxième partie de cette matinée, c'est plus d'interaction. Alors, entre moi et eux d'abord, parce que j'ai évidemment des tas de questions, mais aussi avec vous. Laurent, tout d'abord, moi j'aimerais que tu te positionnes sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce que j'ai partagé entre il y a du oui, du non. Est-ce que tu vois plus de oui ou plus de non? Qu'est-ce que tu as retenu comme élément de force particulier?
C'est-à-dire qu'il y a plus de force que les autres dans mes oui et dans mes non. Frédéric, installe-toi, hein, parce que ça va être pas toi bientôt. Tu te prépares. Alors, je les ai malheureusement pas tous en tête, mais je vais malgré tout essayer de les retrouver. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup et qui me semble évidente, c'est que, quoi qu'on le veuille, le prospectus et les promos, c'est un vecteur de pouvoir d'achat incroyable. Et aujourd'hui, les consommateurs en ont besoin. Le pouvoir d'achat est redevenu la première préoccupation des Français. Dans les études d'opinion Noël, le prix de la promo, c'est très clairement le premier critère de choix de l'enseigne. Donc, j'allais dire, du point de vue du consommateur, on ne peut pas se passer, on ne peut pas prendre le risque de ne plus, envoyer de promotion, envoyer cette perception de pouvoir d'achat. Parce que ça, c'était le deuxième oui qui était en gros la force, le fait que ça marche, même que ça progresse, puisque le taux promo est au-dessus aujourd'hui de ce qu'il était hier. Exactement. Et donc, les consommateurs en ont besoin, et j'allais dire, les distributeurs aussi en ont besoin. Les distributeurs qui gagnent des parts de marché, tu les montres très régulièrement liés, c'est les distributeurs qui ont une excellente image prix et une excellente image promo. Donc, ça me semble très difficile d'imaginer un commerce dans lequel on ne donne plus à avoir de la promotion au client. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Ensuite, sur le média qu'on utilise pour donner accès à cette promo. C'est ça la vraie question. Là, je pense qu'il y a des éléments qui sont indéniables. C'est que, ça y est, la boîte de lettres n'est presque plus, ou n'est plus, le canal majoritaire, le canal préféré. Les 2 dernières études d'opinion qu'on a pu faire, elles l'attestent. C'est le cas sur les jouets de Noël, c'est pas rien, parce que franchement, s'il y a un catalogue où on se disait qu'il y avait un lien physique, on fait des coins sur les pages, les enfants découpent, etc., c'est bien le de papier, et bien ça y est, la majorité, elle est déjà acquise. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas renier cette étape faite, et donc il y a fort à parier que ce soit, en fait, demain, un prospectus digital first qui émerge, mais je pense malgré tout que le papier ne disparaîtra jamais, parce que, vous l'avez très bien dit Frédéric, il y a des pans entiers de la population pour lesquels il joue un rôle qui est en fait bien plus qu'un rôle commercial. Est-ce que ça veut dire qu'entre Leclerc et Carrefour, qui sont les 2 grandes expériences de l'année, on a une différence très majeure qui est la radicalité? Puisque Leclerc a dit « j'arrête tout » et Carrefour dit « je permets à ceux qui le veulent encore de l'avoir ». Ça veut dire qu'à t'écouter, la radicalité n'est pas la bonne. Non, parce que les clients ne sont pas tous uniformes. Et ça, Frédéric, vous l'avez très bien dit, il y a en fait autant de clients que de relations à son prospectus, que de relations à la manière de recevoir les promos. Et vous l'avez, j'ai adoré cette image de la boîte de lettres qui a l'avantage de ne pas bouger. En fait, avec un peu de recul, c'était tellement facile et la distribution est tellement forte pour produire un plan d'action commerciale toutes les semaines avec 1000 offres sur des prix tapés que l'e-commerce n'arrivera jamais à égaler et d'envoyer ça dans 15 millions de boîtes aux lettres, waouh, c'est une prouesse franchement hallucinante. Comment est-ce qu'on va réussir à reproduire cette prouesse, mais cette fois-ci non plus avec un canal de communication one size fits all, le même catalogue pour 15 millions de boîtes aux lettres, mais avec forcément des canaux de communication protéiformes. Chaque client va vous dire, non mais moi je veux le recevoir tel jour et comme ça. C'est un casse-tête incroyable. Mais pour autant, le pouvoir de dire oui, le client est roi, c'est les distributeurs qui ont, à mon avis, ce sens client chevillé au corps et qui vont tout faire pour essayer de répondre aux attentes individuelles de chacun des clients, qui vont, je pense, gagner des parts de marché, parce qu'on le sait, c'est en montrant les promotions qu'on gagne des parts de marché. Donc ceux qui sauront gagner de la part de voix sur la manière de montrer leurs promotions et leurs offres aux consommateurs en trouvant le bon mix qui correspond à leur enseigne, qui sera un panachage de offline et de online, seront à mon avis il y a probablement un élément qui peut justifier la radicalité, c'est la part de marché local sur site. En gros, je pense qu'aucun des 4 Carrefour, sans faire offense à Carrefour, n'avait la part de marché local qu'à le Leclerc à Lusso. C'est en gros de 75%. Pour vous donner un chiffre, voilà. Donc vous imaginez que quand vous avez 75% de part de marché local, la comptabilité, on en reparlera après dans un instant, elle est quasiment, c'est une comptabilité commerciale, puisque de toute façon, ils viennent quasiment toutes les semaines chez vous, 3 sur 4 viennent chez vous. Donc, peut-être que, face à la radicalité, toutes les enseignes ne sont pas armées de la même manière. Oui, sans doute. Et ça va donc avantager les forts. Oui, et je pense qu'il y avait aussi sur des offres exceptionnelles pour des clients exceptionnels. C'est à mon avis un vrai point fort. Effectivement, des magasins qui ont une clientèle très fidèle
qui du coup ont développé une relation très forte, seront toujours très présentes à l'esprit. La vraie difficulté, ça va être effectivement comment je fais quand je sais que je fais venir des gens irréguliers qui du coup viennent de très loin, parce qu'ils ne vont pas venir de loin juste pour acheter un peu d'autre, s'ils viennent de loin, c'est pour acheter du non-alimentaire. Comment je fais pour conserver cette présence à l'esprit auprès de cette base de clients dont on adorerait pouvoir se dire qu'on a le luxe de s'en passer. C'est pas vrai, le bas de page de marché, vous savez ça mieux que moi, il a besoin de cette proportion de quelques clients en plus qui viennent une fois de temps en temps pour faire que l'équilibre tienne. Donc malheureusement, ça ne va pas être simple, c'est sûr. On le pressentait, mais c'est possible. Sauf qu'on n'a pas nécessairement besoin que les clients en plus, on peut avoir besoin du coup en moins si les infos sont bonnes et je ne demande pas son avis à Frédéric pour pas le mettre mal à l'aise. Soyaux baisse en chiffres, mais il s'améliore en dernière ligne. Donc vous voyez, c'est finalement pas incompatible. Il y a un sujet, il y a Soyaux. Il y a le Botna avec Soyaux. Là, vous êtes mal barré pour l'aider quand même. Ouais, mais ça je pense qu'il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Le test démontre très bien qu'il y a des villes comme Lille, typiquement, où on arrive, si on prend le calcul de Frédéric, sur je veux retrouver les gens qui lisent les catalogues régulièrement ou qui s'y intéressent de façon à minima fréquente, dans ces zones-là, Gonial arrive à retrouver 50% de l'audience perdue du papier. C'est évidemment pas les mêmes à point, mais vous dites que là, le risque, il est mesuré. Ouais, la réalité, c'est que de toute façon, à Soyaux, on n'y arrivera pas. On est plutôt aux alentours des 7, 8, 10%. Le tout, c'est de savoir. Et de se dire qu'on ne va pas tout miser sur le digital. Je pense qu'il y a aussi une autre réalité qui est en fait, la zone, tout simplement la zone d'attractivité des magasins. On sait très bien qu'en papier à Soyaux, on accepte de les envoyer beaucoup plus loin, juste parce que la densité est bien moindre autour du magasin. Et donc peut-être qu'aussi, en digital, il faut accepter d'étendre les zones de diffusion pour rayonner un peu plus loin. C'est faisable, surtout si on a un modèle économique qui permet de le faire avec une enveloppe maîtrisée. Mais il n'y aura pas, là aussi, il n'y aura pas de grand soir de j'ai coupé le papier, j'ai mis Gonial. Non, c'est sûr que ça va être un mix à trouver. Et vraiment, je pense que c'est ça qui va être passionnant, parce que les enseignes qui arriveront à trouver ce bon point d'équilibre gagneront de la part de voix promo ou des parts de marché. Il y avait quand même un enseignement qui est pour l'instant sur le micro à Frédéric. Dans la présentation de Frédéric, il y avait une approche sociaux sur les deux France. Quelque part, enfin, c'était peut-être un peu réducteur, c'était sur un seul sujet, mais quand même, il y avait la France d'en haut, la France d'en bas, ou la France off et la France haute, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais dans tous les cas, voilà, moi qui suis gersois, j'ai la France des plus quelque part. Donc, à Auch, ça n'aurait pas bien marché non plus, je pense. Un sujet, Frédéric, sur d'abord la manière dont le client réagit. Est-ce que vous avez été surpris qu'il ne soit quasiment pas proactif? Parce qu'en gros, dans les études, il dit qu'il est écolo, qu'il veut ci, qu'il veut ça, mais en fait, quand on lui propose, il n'en a rien à battre. Alors, sauf quand vous le sollicitez. Est-ce qu'on a été surpris? Nous, quand on avait commencé le test, on avait les chiffres de Gonial, des gens qui voulaient mettre une 8 pubs. Donc c'était 30, et puis après 30, oui, sûr, certainement. Et puis, 75 en tout qui oui, c'est ça. Oui, j'ai fait quelque chose. Voilà. Puis quand on avait le chiffre, on s'est dit, je me rappelle, j'avais cité l'exemple de Amsterdam, à la fin, c'était 10% qui avait fait quelque chose. Et l'autre jour, j'ai échangé avec quelqu'un de l'ADEME par rapport à ce test, et je lui racontais notre histoire, et il était très intéressé parce que le WePub, personne ne sait trop combien il y en a qui vont en mettre, et quand il a eu le chiffre, il a dit ouais, ça va pas être beaucoup. Et c'est important parce que ça détermine pas de choses, ça détermine le rythme de catalogue, la volumétrie de la distribution, etc. Premier élément de l'équation de vos ingénieurs, oui, on n'a rien compris, mais peut-être. Alors, c'est super. Et donc oui, j'ai été surpris. J'ai été surpris. Oui, j'ai été surpris. Je pensais que ça y avait plus de réactivité que ça. Mais après, en y réfléchissant, je me dis, attends, avec tout ce qu'ils ont en tête, les clients, etc., moi je me pointe avec mon histoire de catalogue, il faut s'inscrire, etc. Bon, à la fin, j'ai rationalisé le sujet, et puis je me suis dit, finalement, c'est un bon enseignement par rapport à ceux qui vont mettre le WePub. Je pense à être tout petit. Deuxième question, toujours sur ce même sujet, sur le nombre d'inscrits qu'il nous a donné en totale transparence, quelle est en gros la ventilation spontanée assistée? Est-ce que c'est très majoritairement de l'assisté, c'est-à-dire avec l'hôtesse ou l'autre? Parce que pour l'avoir vu, c'est vrai qu'il y a certains qui étaient extrêmement proactifs, qui venaient rentrer tout seuls, et d'autres qui faisaient les attraper par là. Moi, je tenterais 2 tiers assistés et 1 tiers spontané. Donc alors, ça baisse encore la capacité du client spontanément à vouloir dire j'en veux ou comme ci, comme ça. Ou alors peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui doit lui mettre un WePub dans la main, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de réflexion. On a aussi développé
quelque chose qui permet en dessous de nos pubs YouTube et de nos pubs Facebook la capacité au client de s'inscrire directement sur cette plateforme. Ça a plutôt bien fonctionné, mais il faut pousser, quoi. Ça ne se fait pas tout seul. On a vu qu'il y avait des avantages d'image très clairs, parce que globalement c'est un plébiscite, alors pas commercial, mais en termes d'image, puisque en gros c'est 80%, ils disent super. Est-ce que quand vous voyez ces chiffres-là, vous vous sentez capable de même, le cas échéant, de mettre du pub dans la main de vos clients, parce que ça risque d'être un message contradictoire? Absolument. Donc alors absolument quoi? Non, absolument, c'est un message contradictoire. Non, avec les temps, absolument. Oui, c'est un sujet. Du reste, je me suis même posé la question demain qui va produire les pubs, qui va faire tout ça. Et effectivement, ça peut être un message contradictoire. Pour l'instant, on n'a pas décidé, on a assez peu de visibilité de la façon dont ça va se passer à partir de l'année prochaine, sachant qu'à mon avis, il ne va pas se passer grand-chose avant le mois de milieu d'année prochaine sur ce sujet-là. Mais c'est une question qu'on se pose, oui. C'est vrai que c'est très contradictoire. Quand on fait 2-3 calculs sur l'adressage ciblé versus l'adressage non adressé, c'est-à-dire si on peut l'appeler comme ça, en gros, moi j'estime que ça coûte à peu près 10 fois plus cher d'adresser, un minima, pour faire simple, que de faire de la diffusion boîte aux lettres. Est-ce que c'est totalement décalé ou est-ce que c'est à peu près ça? L'adresser en papier? Oui, m'envoyer le prospectus adressé versus un ISA. 10 fois plus cher. Parce que le facteur 10, il est à peu près. Oui, c'est un petit peu moins que ça, mais oui. Mais par contre, j'en envoie très peu. Oui, j'en vois 20% de 10%, donc autant dire que j'en vois rien du tout. Mais oui, c'est beaucoup plus cher, bien sûr. C'est pour avoir l'ordre d'idée, mais quand on le calcule, à peu près, on arrive à ça. Quand on avait fait le calcul comme ça à la grosse, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est pas de substituer le nom d'adressé par l'adressé. Mais on s'était dit quand même, est-ce qu'on prend un risque? Parce que si tout le monde bascule là-dessus, ça va nous coûter. On n'avait aucune idée de savoir comment ça va se passer. Et je crois que j'avais fait le calcul, si 30% de mes clients choisissaient, 30% des boîtes aux lettres que je distribuais optaient ça coûtait plus cher que de sous-traiter Voilà, mais voilà, en tout cas, ça n'a pas été le cas et c'était juste pour mesurer le risque. Est-ce que le taux à Swalio vous a inquiété quand vous l'avez vu? Parce qu'au final, il y a quand même plus d'hyper qui ressemblent à Swalio, parce qu'on va quand même dire pourquoi vous avez choisi Swalio. Parce que c'est hypermarché moyen pour Carrefour. C'est des tas de critères. Alors, exactement, c'est un hypermarché moyen pour des tas de critères sur les Carrefour, sauf un qu'on n'avait pas vu, et pourtant on avait un espèce de tableur Excel avec toutes les données, Promovore, etc. Et au bout, là, il y avait encore 250 colonnes. Il y avait une colonne qui était les clients irréguliers. Et vous l'avez pas regardé, celui-là? Moi, j'avais pas. C'est sûr qu'après, on peut rationaliser, mais et quand on a regardé les clients réguliers, il était en rouge. Il était en rouge quand tu es au-dessus de la moyenne. Il était en rouge partout. C'est-à-dire que c'est l'un des seuls magasins qui a cette particularité-là d'avoir un taux de clients irréguliers très élevé. Et est-ce que c'est parce qu'il est saisonnier? Est-ce que c'est parce que c'est le seul magasin Carrefour de la Charente? J'en sais rien. Mais en l'occurrence, c'est ça qui nous a posé c'est problème. super intéressant parce qu'en fait, vous l'aviez choisi parce que c'était le magasin type, et en fait, en faisant le test, vous vous rendez compte que vous l'avez totalement type. Bien sûr. C'est quand même drôle. Parce que en gros, il y a une solution par magasin. Je le sens comme ça. Chaque magasin va être extrêmement à ses particularités et cet éclat. Donc effectivement, ça nous a inquiétés. C'est un test, donc du coup, ça nous a orientés dans les décisions qu'on va prendre par la suite. L'enjeu, donc évidemment, c'est la contactabilité. Yes. Est-ce que vous avez des certitudes qui se gravent un peu dans le marbre là-dessus, ou vous êtes encore totalement face à un univers flou? La certitude, c'est sûr que je serais super à l'aise si j'étais capable de contacter mes clients, parce que je me fait une réflexion l'autre jour en disant mais comment on peut avoir un problème de contactabilité quand 80% des clients présentent leur carte de fidélité? C'est vrai, mais ils la présentent dans le magasin. Mon problème, c'est d'aller les chercher chez eux pour les faire venir dans le magasin. C'est ça mon sujet. Donc il faut qu'ils puissent m'autoriser à ce que je m'adresse à eux directement chez eux. Ça serait plus facile. Voilà, exactement. Donc du coup, donc peut-être la certitude, c'est que c'est un gros sujet qu'on doit mettre, qu'on a commencé à mettre sur la table parce que si vous avez vu la présentation d'Élodie Pertuiseau sur Digital Tech, c'est clairement sur la table, mais c'est clairement sur la table aussi pour le problématique de catalogue papier qu'on va arrêter pour pouvoir continuer à toucher les clients et à exposer nos promos parce que, très important, on ne touche pas aux promos. C'est-à-dire que le PAC, le plan d'animation commerciale
des enseignes ne changent pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste la distribution qui change, le canal de distribution qui change. On va y venir dans un instant. D'accord. Mais sur ce sujet de la contactabilité, est-ce que c'est un mot que vous employiez il y a encore 2-3 ans, où en fait c'est l'enjeu prospectus qui l'a mis en haut de la pile, parce qu'il n'y avait pas de sujet de contactabilité, et puis vous avez un truc qui aspergeait partout. Quand même, du côté de l'équipe CRM, c'est un sujet pour eux, parce que le nombre de personnes qui vont toucher, le taux d'ouverture, le pourcentage de clients contactables versus le pourcentage d'unitaires de vie, c'était quelque chose qui était suivi. Par contre, en magasin, c'est clair. C'était pour leur sujet. Quand on arrivait en tant que directeur de magasin, on avait une grande carte, il y avait ces zones de distribution, donc parfois 4 heures de distribution en fonction de la taille des catalogues. On montrait ça, on était trop contents, il y avait des grands cercles. Là, il n'y a plus ça. Donc du coup, la phrase, ça va être, écoute, peut-être ça sera, dans ce magasin, tu vas être content, je peux toucher 70% de mes clients. Oh, ça sera peut-être une nouvelle phrase qui se fera, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Avant, c'était une carte. Maintenant, c'est plus une carte. C'est un nombre. Ça change la façon dont vous regardez ce sujet-là malgré tout. Ah, c'est clair. Sur les grandes opérations, vous en faites moins qu'avant, vous avez quand même diffusé, vous avez quand même baissé la diffusion de vos tracts, globalement, Carrefour et le métier. Alors, on fait pas moins d'opérations qu'avant, on fait toujours autant d'opérations. Voilà, on fait pas moins d'opérations, par contre, clairement, les distributions, mais c'est aussi venu avec le temps, quand on faisait des grandes opérations commerciales, on arrosait jusqu'à 1 heure de route, mais entre nous et 1 heure de route, il y avait 2 concurrents, maintenant il y en a 50. Donc du coup, l'attractivité à 1 heure de route des clients est quand même moindre, et donc le nombre d'opérations qu'on distribue, ce qu'on appelle en exceptionnel, a baissé. Exceptionnel, c'est une vingtaine de millions de watts, c'est ça quelque chose? Je ne sais pas. Moi je le sais, alors je vous dis ça. Ah, c'est intéressant comme chiffre. Mais en gros, il y en a moins qu'avant, c'est ce que tu dis. Il y a moins d'opérations qui distribuent. Oui, exactement. Moins de trucs où vous aspergez vraiment tout. Oui. D'accord. Justement, sur le plan d'animation commerciale, et le sujet qui fait peur à tout le monde, c'est les fournisseurs, l'accord, les budgets, mes circuits prospectus, qu'est-ce que je vais vendre. Là, on est face à une espèce d'angoisse presque existentielle d'une partie des retailers par rapport au rôle du prospectus qui n'était pas à leurs yeux contacté, mais justifié. J'ai quand même la sensation que ce qui intéresse les fournisseurs quand ils rentrent dans nos catalogues, c'est les achats, ce qu'on achète comme produit. C'est la masse d'achat de ce produit-là, c'est ça qui les intéresse. Il y a sûrement d'autres sujets, mais je ne suis pas dans ces discussions avec les fournisseurs. Ce que je peux rassurer, c'est que nous, on n'a pas du tout l'intention de baisser ce chiffre d'affaires. Donc du coup, on va faire tout notre possible pour que le magasin, pour que nos clients, ils continuent à acheter autant parce qu'ils auront toujours la même information, parce que ça sera toujours importé comme il faut dans les magasins. Donc aujourd'hui, le distributeur, le fournisseur ne sait pas combien je distribue le catalogue. J'en distribue 10 000, 1 million, 20 millions, et quand il pose son produit en catalogue, il ne sait pas combien je vais en distribuer. Par contre, il sait quel est le voit, c'est tangible. Ah oui, ça c'est vrai. C'est peut-être un peu vieux jeu comme approche, hein. Peut-être. Mais c'est vrai, il le verra il le verra d'abord au magasin, parce qu'il y a toujours les catalogues papier, il le verra sur son écran, et il le verra, en tout cas l'objectif, dans ses chiffres d'affaires, dans ses sorties-caisse, parce qu'on n'a pas du tout l'ambition de réduire cette... Un petit pas de côté pour parler le clair, pas pour te faire parler d'eux, mais pour te faire réagir sur ce que ça les a interrogés. Quand Lusso l'a fait, il y en a qui m'ont expliqué, mais t'imagines si on fait tous comme ça, qu'est-ce qui va se passer là dans nos mémoires? Malgré tout, il y en a qui ont eu la trouille. Il n'y a personne qui a eu la trouille chez Carrefour de te voir là, apprenti sorcier de la vie sans prospectus. Beaucoup ont eu la trouille. Beaucoup ont eu la trouille, mais pas sur ce sujet-là. La trouille sur le chiffre. Sur le chiffre, bien sûr, c'est le chiffre. C'est pas de catalogue, pas de chiffre. Donc voilà, oui, beaucoup. Pas sur le sujet relation fournisseur. Non, voilà. J'ai eu la trouille. Tout le monde avait peur de planter le magasin, d'impacter le chiffre, etc. C'est pour ça qu'on y va vraiment avec beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité sur ce sujet-là, parce que c'est extrêmement sensible et 1 ou 2% de chiffre d'affaires, ça fait quand même du bruit en première ligne et souvent, donc du coup, en dernière ligne. Le next step, il y en aura. Il y en aura et très, très prochainement. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Allez, je vais vous demander à chaque fois de vous présenter. Oui, madame, elle avait levé la main avant. Voilà.
Vas-y. Bonjour à tous, donc Laura Char, chef de publicité chez Publicis Conseil. Et j'avais une question, vous l'avez dit, un des enseignements, c'était plus un film que CRM, et il y a quand même un enjeu d'embarquer les magasins. Et ma question, c'était par rapport au dispositif que vous avez mis en place. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, et ça peut être un des facteurs, peut-être que ça a moins marché sur les soignants, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être des collaborateurs qui étaient peut-être moins impliqués, qui ont moins mis en place le dispositif d'animation que vous leur avez proposé, les PLB, et comment vous avez fait du coup pour embarquer ces collaborateurs dans ces 4 magasins pour s'assurer qu'il y ait vraiment cet accompagnement auprès des clients? Là, clairement, on avait dès le départ identifié que ce sujet était un sujet clé. Et on a les directeurs des magasins test, là, on les a présentés comme des pionniers, comme ceux qui allaient marcher au devant des autres prenant des risques, etc. Et ils ont pris ce truc vraiment comme des pionniers. Donc ils ont embarqué leurs équipes et l'objectif c'était qu'il n'y avait pas une hôtesse de caisse, pas un collaborateur qui n'était pas capable de parler du dossier. Donc moi j'avais une chef de projet qui est allée en magasin former les équipes. Les directeurs ont été extrêmement impliqués sur ce sujet-là. Notre patron Rami avait dit que quand il passera dans les magasins, il posera la question aux clients, aux collaborateurs pour savoir s'ils étaient bien au courant. Donc ça remet un petit coup de tension sur ce sujet-là. Donc ils ont été extrêmement engagés, les collaborateurs. Par exemple, sur la comptabilité, j'avais mis des bornes, parce que j'avais vu ça chez Grand Frais. À la sortie de Grand Frais, ils ont des bornes où les gens peuvent c'est au marché frais que j'ai vu ça, et pour mettre leur mail, etc. Marché frais géant. C'est exactement, marché frais géant, j'ai vu ça. Et donc j'ai trouvé ça trop super, c'est exactement ce qu'il me faut. Quand je suis allé voir les équipes d'Arsenal pour m'installer ce truc-là, on m'a dit, on va vous le faire, pour faire plaisir, mais ça ne marchera pas. Il faut faire gagner des trucs, en échange. Alors voilà, donc là, il y a... Exactement. Donc du coup, j'ai quand même mis les bornes, un peu têtu, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et effectivement, on a un autre sujet, c'est la gamification. La gamification. Et il y a des boîtes dans ces métiers qui vont vous ramener des adresses. Voilà, donc à Soyo, c'est vraiment la différence, c'est la différence d'âge des clients, le marché. Le marché, ouais, c'est le marché. Pour avoir fait les 4 magasins, je peux vous dire que les mecs, ils avaient une fierté, mais incroyable. Et, voilà. Et on était reçus parce que ils n'étaient pas censés m'expliquer, mais chaque fois, ils m'ont tout balancé. Les mecs, tellement ils étaient contents de participer à ce truc qui était le jour 1 de l'an même. C'était facile, hein. Je ne vais pas leur dire qu'ils le gardent pour eux, mais c'est pas grave. Mais c'est pour illustrer le fait que, oui, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas vu comme une punition. Ah non, pas du tout. Alors après coup, un peu, là, à Soyo, bon, alors, la vache, on m'avait menti. Non, ce qui est important, on a changé de directeur. C'est ça qui s'est passé, c'est que le nouveau carré, il vient depuis Tetlock, et en plus, lui, a récupéré le chiffre d'affaires en difficulté. Quand on l'avait lancé, vous savez qu'il allait partir, puisqu'il était déjà nommé, je crois. Non, mais elle n'a pas dit, elle a menti. Sachant qu'il a confirmé, il savait qu'il allait abandonner. Je crois que c'est ça. Autre question, oui, pardon, vas-y. Elisabeth Conny, Madame Benchmark, bonjour. Moi j'ai plusieurs questions. La première, c'est que vous dites dans tous les médias que vous avez à disposition, les médias, les supports, etc., vous évoquez ni votre application ni votre site. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont très très mineurs dans l'accès aujourd'hui à la promo? La deuxième question, c'est est-ce que vous avez des informations sur le sentiment qu'ont les gens quand ils voient les prospectus en magasin, ceux qui ne sont pas diffusés en boîte aux lettres? Est-ce que ça n'a pas un impact? Est-ce que c'est un volume? Est-ce que c'est une attente? Je suis toujours étonnée qu'on puisse pousser son chariot et prendre un prospectus à l'entrée d'un hypermarché. Je trouve ça assez compliqué. Je préfère un peu ce que fait Lidl de donner celui de la semaine prochaine à la sortie. Et la troisième chose, c'est par rapport à l'offre, au négo, etc. Moi j'ai l'impression que quand on passe en digital, finalement on voit les grosses offres, mais voilà, les petites UB, fin fond de catalogue d'une PME, on ne les voit pas si facilement et c'est complexe d'afficher autant d'offres. D'accord, donc là il y a plein de questions. Alors on va aller faire la visibilité, est-ce qu'elle est maintenue? Presque ça peut le faire. Sur Gonial, elle est maintenue. C'est le client qui choisit, il tourne des pages. Sur YouTube, elle n'est pas maintenue, puisqu'on ne montre que les offres les plus attractives. En Digital Pay, on expose plutôt les offres sur lesquelles il y a plus de clics que celles où il y a moins de clics. Par contre, est-ce que ces offres dans le catalogue, elles avaient un vecteur, ces petites offres d'attractivité? Parce que l'objectif, c'est qu'elles soient quand même. Le premier vecteur, le premier intérêt d'un catalogue, c'est de faire venir les gens dans le magasin. Et logiquement, c'est plutôt pour les grosses promos
petites taches qui sont sur la couverture, ou qui sont surjouées, pour lesquelles ils vont venir, et après ils vont bénéficier, on va bénéficier de fait qu'ils soient présents pour acheter d'autres produits. Donc je pense que le sujet, c'est qu'on maintienne cette attractivité et qu'on maintienne l'implantation. C'est pour ça que moi je pense que le catalogue papier a vraiment une importance capitale en magasin, c'est que ça continue à maintenir cette tension de l'implantation. C'est-à-dire que le magasin, il le voit. C'est sûr que si je lui dis, tu as 500 produits implantés, mais je vais en montrer que 50, j'ai peur, au bout de quelques temps, il n'y a plus que les 50 qui soient correctement... L'impact du catalogue sur les équipes. Sur les équipes, oui. Mais petite d'animation avec d'autres. Oui, c'est un sujet. Et en plus, il y a plein de clients. Moi, je suis en charge, je ne sais pas pourquoi ils m'ont filé ça chez Carrefour, je suis en charge du groupe du personnel senior. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont filé. Et donc, je fais plein de tables rondes avec mes petits clients seniors, et ils adorent. Donc, eux, ils regardent le catalogue, mais pas pour changer, pas pour zapper. Ils regardaient pour faire leurs courses, pour choisir les produits les moins chers et améliorer leur pouvoir d'achat. Et ils aiment bien le prendre dans le magasin. Ils adorent ça. Ils le prennent dans le magasin, etc. Donc, quand je leur ai dit on va arrêter les catalogues dans certains magasins, on va le laisser quand même à disposition. C'était super content, ça répondait pleinement à leurs attentes. Donc, sur la visibilité, tu sais, il y a peut-être une idée. La bête, c'est parce que sachant qu'il existe en papier, on a l'impression que c'est visible, plus visible que dans le numérique. Oui. On est imprégné de c'est pas comme cognitif. Le client ne trouve pas toutes les pages et il a... Mais bon, ça n'empêche que la question est pressante. Il y avait une deuxième question, c'est appli, cible... C'est une bonne remarque et c'est bien de poser la question parce que bien sûr on compte beaucoup dessus. Ce que je vous ai montré, c'est le delta sur les magasins versus le national. Donc, je n'ai pas parlé de l'app, je n'ai pas parlé de Carrefour.fr parce qu'il n'y a rien qui les autres. Enfin, ils l'avaient avant le papier et ils l'ont toujours maintenant. Donc, ce que je vous ai montré, c'est la surpression en local et les initiatives spécifiques. Donc, bien évidemment que le nombre de connexions, je crois qu'il le dit l'autre jour, il a dit 20 millions de connexions sur Carrefour.fr catalogue par mois. Donc, bien évidemment, c'est super important pour nous. La qualité de la liseuse catalogue est vraiment clé et là c'est encore mieux parce que du coup ça garantit en plus une comptabilité avec nos clients. Donc, dans le Digital Day, Elodie a présenté que nous aurions très prochainement une super app à la fois marchand et marketing. Donc c'est extrêmement important pour nous. Hein. C'est un vrai sujet, mais c'est la même chose dans tous les magasins. Donc du coup on ne l'a pas géré. Et la dernière question, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai été directeur de magasin pendant des années et je me suis toujours surpris de voir que les clients, jamais je retrouvais le catalogue pété dans le magasin. C'est-à-dire que les catalogues qui étaient à l'entrée du magasin, les gens, ils les prenaient et ils les gardaient. Je ne les retrouvais jamais étalés dans le magasin, jetés comme ça. Donc, il y a un vrai besoin pour nos clients. Et par rapport au test, on a fait ce que fait Lidl, on l'a mis en sortie, on l'a mis en entrée, celui du catalogue en cours, et en sortie, celui du catalogue de la semaine prochaine. Donc on a maintenu les deux parce que nous n'avons pas de problème avec le papier quand il est utilisé, donc on le met à disposition des clients en sortie de caisse, celui de la semaine prochaine, et en entrée, celui de la semaine en cours. Et il y a plein de clients qui font leur course avec le catalogue papier dans les mains, parce que l'exécution des prix est défaillante par ailleurs. Si vous étiez meilleur dans l'exécution, vous n'avez pas besoin de se rassurer. Exactement. Dans les 5 raisons clés, c'est horrible, dans les 5 raisons clés, qui n'est pas la première quand même, dans les 5 raisons clés, il y a effectivement, je le garde avec moi quand je passe en caisse, je le monte à la pièce de caisse. Et deuxième sujet, quand je cherche un produit que j'ai vu dans le catalogue chez moi, je viens avec, parce que quand je ne le trouve pas, c'est plus facile de trouver quelqu'un du magasin en disant c'est où ce truc-là, que de lui raconter tiens j'ai vu dans le catalogue, donc ils le montent avec leur voix pour pouvoir faciliter. C'est encore le même sujet, l'exécution. Exactement. Donc ça fait déjà 2 raisons sur les 5. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Je reviendrai plus. Rami, il est bien plus dur que toi. Tu peux y aller. Pardon, vas-y. Nathalie Depape, donc Supermarché Match. Moi, je voulais savoir un peu par rapport au choix de la direction, enfin, rester sur le papier ou s'orienter sur le digital. Au-delà des profils promovores, etc., est-ce que vous avez analysé le profil de l'âge, justement dans le choix, la direction prise sur je reste sur le papier ou je m'oriente sur le digital? Dans ceux qui ont répondu, est-ce que c'était aussi caricatural qu'on le voit en apparence, voilà. Et ce coup-ci sur l'âge?
il y a un biais, parce que forcément, comme le poids de Lille est très élevé, les clients de Lille sont plutôt jeunes, donc oui, il y a les clients qui ont choisi le digital, ils sont plutôt jeunes, mais c'est aussi lié au fait que les magasins qui ont choisi, les magasins, il y avait des profils très particuliers, et Lille, il y a beaucoup de jeunes. Oui, la réponse est oui, clairement, il y a un sujet d'âge, on est plus digital quand on est plus jeune, que quand on est moins jeune, c'est une réalité, et aussi, peut-être on a aussi une habitude culturelle moins importante. Parce que comme ça fait 30 ans que vous regardez le catalogue papier chez vous, bah c'est sûr que quand on vous l'enlève, ça vous fait un choc, alors que quand vous êtes jeune, avec ce truc que vous avez juste vu vos parents avec, peut-être il y a moins d'impact culturel. Mais oui, il y avait un sujet, et c'est là aussi qu'on a vu que ce n'était pas forcément ceux qui s'étaient inscrits sur la plateforme, nos promoteurs, nos gros promoteurs, parce qu'eux, ils étaient déjà équipés pour faire. En gros, le match au centre-ville sous les Halles, tu peux y aller, mais bavé. Voilà, c'est ça. Tranquille, tranquille. Yes, Yves. Oui, Yves Dangean, Rayon Boisson Lumière. Ce test dans les 4 magasins, vous allez le faire pendant combien de temps? Et est-ce que cette stratégie que vous testez dans ces 4 magasins sera utilisée dans les 15 agglomérations qui utiliseront le cube d'ici, quand je parle, 6 mois ou avant? Je pense qu'à part Soyo, on trouve quand même une solution pour améliorer la performance. On peut conseiller dans ces magasins, c'est parti comme ça. Du reste, on a un truc très intéressant, c'est qu'à Lille, on a fait le test à Lille, il est passé en location gérance. Et donc, on a un nouveau locataire gérant qui est arrivé, et donc on est allé voir en disant qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais tu continues. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même assez intéressant de savoir que quelqu'un qui est arrivé, qui dit on continue de cette façon-là. Donc, je pense que c'est plus des tests, hein. C'est parti dans ces magasins. Le test. Et du reste, on va prendre la parole dans quelques jours pour remercier les clients pour nous avoir accompagnés dans ce test sur ces magasins. Il y a des magasins autonomes chez Carrefour en ce moment. Je ne sais pas. Alors, à ce moment, il n'y en a pas. Si, il y en a 12. Ah, pardon, là, excuse-moi, j'ai confondu. Autonome, oui, absolument. Avec une main supplémentaire qui est donnée au directeur pour choisir et non pas en gros subir ce qui vient d'en haut. Oui. Est-ce que ces mecs-là, dans la panoplie de ceux qu'ils ont, il y a le fait de prendre cette démarche-là? S'ils veulent, par exemple, Aix-les-Milles, admettons, si le mec il dit, puisqu'il est autonome, s'il dit je veux faire le truc de Frédéric, est-ce qu'il a le droit? Alors oui, il a le droit. Je ne suis pas sûr qu'Alex va se précipiter sur ce sujet-là. Mais dans la fameuse suite qu'il y a, il y a des magasins autonomes. Et donc c'est qu'ils l'ont voulu. C'est qu'ils l'ont voulu, de fait. En tout cas, qu'ils ont été volontaires pour. Oui, ils ont un peu leur proposé, parce que c'est pas forcément le truc que tu penses tout de suite. Ils ont dit ok, on y va. Et donc, pour répondre à la dernière question. Est-ce que le pub va être la zone dans laquelle ça va se faire? Non, est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on va garder ce même dispositif? Ça fait partie des questions qu'on se pose, parce que pour se prononcer, il faut savoir comment ça va fonctionner. J'avoue que je ne sais pas comment on va compter les WePubs. Comment on va distribuer les WePubs? Combien ça va coûter de distribuer les WePubs? Combien de magasins tu auras dans les zones concernées? Oui, voilà. Donc où est-ce que seront les tests WePub? Donc il y a encore trop d'interrogations pour savoir comment on va fonctionner. Mais est-ce que si dans les villes où on a déployé ce principe, si sur Lille, par exemple, l'agglomération de Lille passe en WePub, est-ce que je continuerai à envoyer directement le catalogue papier dans la boîte aux lettres des gens, ou est-ce que je passerai en WePub? On ne l'a pas tranché, mais je sens qu'on est content du dispositif et de nos clients aussi, quoi. Donc, voilà, on l'a pas tranché. C'est un élément de réponse, c'est un pointillé d'éléments de réponse. Voilà, donc pour l'instant, on attend d'en savoir un petit peu plus sur ce dispositif WePub. Autre question? Merci beaucoup. 10h25. Ouais, on est bon. On est rigolo. Ouais, on est solide. Qui se rend le temps que vous descendiez à pied. Non, c'était un super moment, j'ai appris plein de trucs, donc merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous d'être venus, c'est très chouette. Je voudrais, avant qu'on aille prendre un café au soleil, remercier chaleureusement ceux sans qui on n'aurait jamais pu réaliser tout ça. L'équipe de Fabien Dufrieux qui est là-bas, et tous ceux de l'équipe de Gonial qui ont contribué. Voilà, il y a eu Julia, il y a eu Christophe, il y a eu Erwan, Camille, Laura. Merci à vous tous, parce que moi j'ai fait le malin au micro, mais en fait tout le boulot il a été fait pendant les semaines qui ont précédé. Donc merci à vous tous et on vous retrouve, j'espère, bientôt pour d'autres événements. Merci.